On possède tous une ressource tellement précieuse que le monde entier essaye constamment de nous la voler. Ouais, une ressource complètement irréplaçable. Exactement. Et le pire, c'est qu'on la distribue souvent gratuitement. Genre par paquet entier. À des inconnus, à des algorithmes, à des obligations fantômes, sans même s'en apercevoir. C'est fou quand on y pense. Cette ressource, c'est notre temps. Les 168 heures hebdomadaires dont dispose chaque être humain. Et pas une minute de plus. Hmm. Donc, dans notre réflexion actuelle, tu sais, sur comment échapper à ce cycle infernal entre l'hyperactivité et la paresse, on a déjà cerné notre but ultime. On sait vers quoi on veut aller. Mais là, on entre dans le vif du sujet, avec un problème presque mathématique. C'est-à-dire? On est des créatures finies, biologiquement limitées. Mais face à nous, les demandes sont littéralement infinies. Ah, mais la tension de la vie moderne vient exactement de là, de cette équation impossible. On est bombardé d'urgences, d'opportunités. La carrière exige plus d'attention, la famille a besoin de présence. Ouais, les engagements perso, la pression de la société pour avoir des loisirs incroyables. C'est ça, tous ces éléments se livrent une bataille féroce, une vraie lutte darwinienne pour grignoter une part de notre temps. C'est clair. Et la vraie productivité, si on la redéfinit comme on le fait en ce moment, c'est pas d'accomplir plus de choses plus vite, pas du tout. Non, ça c'est le piège. C'est avant tout un acte diplomatique, il faut négocier une paix durable entre toutes ces exigences qui menacent tout simplement de nous broyer. Négocier la paix. C'est super poétique. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Quand on a cette pression écrasante, notre instinct primaire, c'est pas de s'asseoir à une table de négociation avec une tisane, quoi. Ah bah non, l'instinct c'est la panique. Grave. La panique totale. Et ça nous pousse à faire quoi? À foncer sur la première appli de to-do list venue. On veut cocher des cases. Il y a un vrai shoot de dopamine à chaque fois qu'on raille une ligne. Complètement. Le cerveau adore ça. Donc l'idée de devoir freiner des 4 fers, de tout stopper pour faire un immense audit global de sa vie, comme le propose la méthode, ça semble contre-intuitif. On a l'impression de perdre un temps qu'on n'a déjà pas. Je comprends carrément cette réaction. Le cerveau cherche la gratification immédiate. Rayer une tâche, c'est une preuve qu'on existe, qu'on est efficace. Ouais, on se sent productif sur le coup. Sauf que chercher des raccourcis comme ça, télécharger des applis miracles, c'est juste mettre un joli pansement sur une fracture ouverte. Ah ouais, l'image est violente mais juste. C'est comme, tu vois, c'est comme acheter des dizaines de belles boîtes de rangement chez Ikea pour organiser un placard chaotique. Mhm. Mais on le fait sans même avoir trié ou jeté les vieux vêtements qu'on ne porte plus depuis 10 ans. C'est exactement ça. Si on regarde pas sa vie avec un objectif grand angle pour comprendre la racine du chaos, on traite que la surface. L'absence d'une vision globale, c'est ça la vraie maladie. Et c'est pour ça que tous ces systèmes s'effondrent au bout de 3 semaines, non? Totalement. Ils s'effondrent parce qu'ils s'appuient sur une structure cognitive qui est déjà saturée. Ça me fait penser à une partie de Tetris. Comment ça? Imagine une partie de Tetris où les blocs tombent à vitesse maximale. Essayer de se calmer en écrivant des to-do list, c'est juste essayer de faire pivoter les blocs de Tetris plus vite. C'est peine perdue. Voilà, le jeu va beaucoup trop vite. L'écran se remplit, il y a des trous partout, et bam, game over, le burn-out. Faire cet audit, c'est pas empiler les blocs plus vite, c'est trouver le bouton pause. J'adore cette analogie. Mettre sur pause, c'est la seule façon de mesurer le poids réel de chaque bloc. Tant que nos obligations ne sont pas posées clairement sur le papier, il y a cette angoisse latente. Ce bruit de fond permanent, ouais. Exactement. On cherche à être efficace sans jamais se demander si la moitié de ces blocs Tetris devrait même être sur notre écran. L'audit oblige à regarder la vérité en face. L'énième occasion de culpabiliser, il faut une fondation. Une motivation profonde, ouais. C'est là que l'approche prend un virage hyper intéressant. Ça ancre toute l'organisation dans un cadre spirituel. Ça devient existentiel. Tout à fait. Le concept central ici, c'est l'intendance. Et c'est illustré par une parabole biblique super connue. La parabole des talents. Voilà, dans l'évangile de Matthieu. Et il ne faut pas voir ça comme une leçon de morale sur le travail. C'est un cadre de limitation cognitive hyper puissant. Vas-y, explique un peu pour ceux qui voient pas l'histoire. Alors, c'est un maître qui part en voyage. Avant de partir, il confie ses biens à ses serviteurs. Mais, et c'est le détail qui tue, il leur donne pas la même chose. Ah ouais, c'est asymétrique. C'est ça. Il distribue selon les capacités de chacun. 2 serviteurs investissent et font fructifier le truc. Le 3e, par contre, il a tellement peur de l'échec et du maître qu'il enterre son talent. Il le cache. Ouais. Et au retour du maître, c'est l'heure du bilan. Les bons gestionnaires sont récompensés et celui qui a fui par peur est sanctionné.
Attends, je dois intervenir là. Parce que la réaction instinctive de pas mal de gens en entendant ça, ça va être le rejet total. Ah bon, pourquoi? Bah, l'idée de devoir rendre des comptes à la fin de sa vie, d'avoir un maître qui évalue nos performances, c'est l'angoisse absolue. Tu trouves? Grave. On cherche à s'apaiser dans nos 168 heures, et là on rajoute un manager divin omniscient au-dessus de nos têtes. C'est le meilleur moyen de créer des névroses sur la productivité. Alors, en apparence, oui, la crainte est légitime. Mais le mécanisme psychologique, si on le comprend bien, c'est l'inverse. C'est hyper libérateur. Libérateur. Ouais, comment ça? Ben, un intendant, c'est juste un gestionnaire. Il n'est pas propriétaire. Il n'a pas à porter le poids du monde entier sur ses épaules. Ah, je vois. Notre épuisement actuel, il vient de ce complexe du sauveur. Cette illusion qu'on doit dire oui à tout, sauver tout le monde, ne rater aucune opportunité. C'est tellement ça. On se sent responsable de tout. L'intendance, ça brise ça. Ta responsabilité s'arrête strictement aux talents précis qui t'ont été confiés. Pas un de plus. Si on t'a donné 2 talents à gérer, on va pas t'évaluer sur 5. Oh, waouh. C'est un bouclier mental, en fait. Exactement. Ça t'autorise enfin à dire non. Le changement de paradigme est radical. C'est plus un fardeau, c'est un filtre. Face à une nouvelle opportunité ou une demande d'aide d'une asso, tu te poses juste la question froide. Est-ce que c'est ma juridiction? C'est ça. Est-ce que ce talent m'est confié à moi ou est-ce que j'essaie de faire le job d'un autre? Et si c'est non, on refuse sans culpabilité. Mais du coup, comment on traduit cette théorie dans le concret? On a la philosophie, mais on cartographie comment notre vie sans retomber dans le chaos. C'est là qu'on passe au regroupement radical. Tu prends une feuille blanche et tu dois y faire tenir l'absolue totalité de tes obligations sous un minimum de grandes catégories. Un minimum, genre combien? L'idéal, c'est 5 ou 6. Quoi? Ouais. Et la ligne rouge absolue, c'est 9. 9 catégories maximum. Si tu dépasses 9, tu recrées le brouillard mental. Attends, 5 ou 6 catégories. Seulement 5 boîtes pour mettre toute la complexité d'une vie d'adulte. C'est impossible. Et pourtant, si. Non mais entre la carrière, les enfants, le couple, les parents vieillissants, les assos, le sport, essayer de faire rentrer tout ça dans 5 mots, c'est pas un peu naïf? On va perdre des trucs en route? Ça paraît fou, mais c'est basé sur des trucs neurobiologiques très solides. Tu connais la loi de Miller en psychologie cognitive? Ça me dit quelque chose, mais rafraîchis-moi la mémoire. Ça prouve que le cerveau humain ne peut manipuler consciemment qu'environ 7 éléments en même temps. 7 plus ou moins 2. D'où la limite de 9 maximum. Exactement. Si tu as 20 priorités en tête, le système sature. Ça crée cette sensation horrible d'oublier un truc vital, à chaque instant. Ah, ce fameux petit stress de fond permanent. Voilà. Restreindre à 5 ou 6 piliers force une clarté brutale. Si une obligation rentre dans aucune de ces boîtes, c'est qu'elle devrait probablement pas être dans ta vie. Mais c'est des domaines immenses alors, c'est pas les petites tâches. Absolument. C'est des domaines de responsabilité. Le modèle de l'auteur, par exemple, c'est M. Personnel, famille, église, social et business. 5 mots. Tout rentre là-dedans. J'aime beaucoup l'exemple de sa femme d'ailleurs. Ça montre la flexibilité du truc. Ah oui, son approche est géniale. Elle a aussi 5 catégories, mais structurées différemment. Elle a pris l'immense pilier du foyer et elle l'a coupé en 2. D'un côté famille, de l'autre gestion de la famille. C'est brillant de séparer ça. Tellement. La catégorie famille, c'est le relationnel. Écouter, éduquer, passer du temps ensemble. Et gestion de la famille, c'est la logistique froide. Les factures, les repas, les réparations. Parce qu'on sait tous que la logistique peut complètement vampiriser l'énergie relationnelle si on mélange les deux. C'est net. Les séparer, c'est protéger la relation. Et il y a un autre exemple, non, pour un étudiant? Oui, un étudiant qui bosse à côté, il aura une autre architecture. Lui, ça pourrait être personnel, famille, église, école, amis et travail. 6 domaines. L'école et le travail sont séparés? Oui, parce que même si c'est intellectuel, c'est des écosystèmes tellement différents qu'il faut les compartimenter pour pas qu'ils se parasitent. D'accord, donc le concept est validé. On prend sa feuille, on affronte la friction cognitive et on dresse ses 5 piliers. Mais une fois qu'on a écrit personnel ou famille en haut de la page, on reste dans l'abstrait. C'est sûr que le mot tout seul suffit pas. Bah oui, ça plane à 10 000 mètres. Avoir le mot famille sur un post-it, ça dit pas ce qu'on doit faire concrètement un mardi matin pluvieux. L'angoisse va pas s'évaporer. Comment on fait atterrir ça dans le quotidien? C'est là qu'on zoome à l'intérieur des piliers. L'étape d'après, c'est de définir les rôles dans chaque catégorie. Des rôles, pas des tâches. Surtout pas des tâches. On liste pas les courses. On définit les chapeaux qu'on porte, les identités.
Pourquoi c'est si important de nommer les rôles? À cause de l'effet Zeigarnik. C'est un biais cognitif qui fait que le cerveau reste obsédé par les responsabilités floues ou inachevées. Ah, le truc qui te réveille à 3 heures du mat en sueur. Exactement. Tant qu'un rôle n'est pas clairement assumé, le cerveau panique. Par exemple, sous personnel, tu écris pas courir 30 minutes. Tu crées un rôle de forme physique. D'accord. Ce rôle va encadrer toutes tes décisions de sport et de repas. Il y a aussi la santé spirituelle et le grand oublié, l'administration personnelle. Ah oui, assumer de la paperasse, c'est un rôle en soi, et pas juste une punition imprévue. Ça change tout. Totalement. Les exemples du livre donnent vraiment du relief à ça. Sous la catégorie famille, par exemple, l'auteur a le rôle soins financiers. C'est pas juste ramener un salaire, c'est gérer les ressources intelligemment. Oui, et il y a l'entretien de la maison. L'auteur avoue même qu'il est nul en bricolage. Oui, il a 2 mains gauches. Mais c'est ça qui est fort. Le rôle existe. L'intendance est là. Il doit veiller à la sécurité de la maison, même si l'action concrète, c'est d'appeler un artisan. Exactement. Et il y a ce rôle super beau de croissance familiale. Oui, planifier intentionnellement les vacances, les souvenirs. C'est plus de l'improvisation de dernière minute. Et cette même granularité s'applique pour tout. Pour la catégorie église ou associatif, c'est pas un bloc de temps vague, c'est des rôles précis, mentorat de telle personne, préparation de telle réunion. En fait, le brouillard se lève dès l'instant où on couche ça sur le papier. C'est magique. L'anxiété vient rarement de la quantité de travail, elle vient du fait que ce travail n'est pas défini. Quand tout a un nom et une place, on respire à nouveau. Le chaos devient un paysage qu'on peut gérer. Et c'est ça qui rend le truc si percutant aujourd'hui. Ceux qui écoutent n'ont pas besoin d'acheter un logiciel hors de prix. Vraiment pas. Un stylo suffit. L'action la plus révolutionnaire à faire, là, maintenant, c'est de s'extraire de l'urgence, de nommer ces 5 ou 6 domaines vitaux, puis les rôles. C'est le seul rempart contre l'hyperactivité aveugle. C'est la fondation de tout. Mais cette clarté brutale m'amène à une pensée finale, un peu provocatrice pour la suite. Vas-y, je suis curieuse. Le propre d'une carte précise, c'est qu'elle révèle tout de suite les anomalies du territoire. Ah oui, ça pardonne pas. Imagine faire cet audit honnêtement. Tes catégories sont là, tes rôles sont listés, et soudain, le choc. Tu réalises qu'une activité spécifique, un truc qui te bouffe un temps fou au quotidien, ne rentre dans aucune de ces boîtes. Ouf, le moment de vérité. La question s'impose d'elle-même, froide et implacable. Cette activité a-t-elle la moindre légitimité à rester dans notre vie? Faut-il l'amputer purement et simplement? C'est une sacrée question. Et c'est précisément face à ces anomalies que débute l'alignement avec notre mission. C'est ce qu'on va explorer la prochaine fois. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.